Le bruit de la porte du cabinet médical qui se refermait sur moi, c'était comme le couvercle d'un cercueil. Pas un cercueil en bois verni, non. Un cercueil simple, comme la vie que j'avais menée. J'étais assise là, à 65 ans, les mains moites, les oreilles qui bourdonnaient. Le docteur avait parlé de chiffres, 2,80, 1,90. Des numéros qui ne voulaient rien dire pour une femme comme moi. Moi, je connaissais les chiffres de la cuisine. 3 œufs pour une bonne omelette, 100 grammes de farine pour une pâte parfaite. Le nombre d'années passées à la brasserie. Ce que j'avais compris, c'était que le plaisir, c'était fini. « Madame, plus d'œufs !» Il avait dit ça. Le cardiologue, avec une voix aussi sèche qu'un pain de la veille. « Maximum 1 par semaine. Si vous continuez comme ça, vous allez faire un accident vasculaire cérébral. AVC. » 3 lettres qui claquèrent dans ma tête. Les œufs, c'était ma vie. Quand j'étais jeune, élever Marc seul, après le départ de mon mari, c'était les œufs qui me sauvaient. Un œuf coq, nourrissant, léger. À la brasserie, les clients se battaient pour mes œufs pochés, toujours parfaits. Maintenant, c'était le poison. C'était la trahison. J'ai obéi. Quand on est seul, on obéit aux blouses blanches. Ma cuisine est devenue un désert. Fini le bon beurre frais, fini la crème que j'adorais mettre dans mes soupes, fini l'huile d'olive AOP que je ramenais de Provence. J'ai tout jeté. C'était une purge. J'ai mangé des légumes vapeur, du blanc de poulet comme à l'hôpital. La nourriture, mon ami, ma profession, mon refuge, était devenue tout une punition quotidienne. Je me sentais faible. On n'a plus 20 ans, je me disais. Mais cette fatigue-là, elle était lourde, trop lourde. Marc, mon fils unique, venait plus souvent depuis la nouvelle. Il était gentil, Marc, mais il regardait toujours sa femme, Adèle, avant de parler. Adèle, elle, c'était le froid de l'hiver. Grande, mince, elle souriait peu. Elle est infirmière. Elle connaît les chiffres, elle connaît les maladies. Elle a commencé à cuisiner pour moi. « Repose-toi, maman », disait-elle, en me poussant vers le vieux canapé du salon. « Marc et moi, on s'occupe de ta santé. Ce sont des plats sains, pour ton cœur. » J'étais gênée. Elle n'avait jamais levé le petit doigt pour moi avant, pas même pour faire la vaisselle après les repas de Noël. Et maintenant, elle arrivait avec ses grands Tupperware, des soupes onctueuses, des purées d'une densité presque inhabituelle, sans sel, disait-elle. Des repas de labo, je les appelais. J'essayais de la remercier, j'essayais d'y croire. Il faut savoir demander de l'aide, je me disais, même si cette aide me pesait plus que ma fatigue. Mais la fatigue n'est pas partie. Au contraire, 6 mois ont passé, 6 mois sans un seul œuf, sauf celui par semaine, et encore, je le coupais en 4. Mon corps s'éteignait à petit feu. Je ne pouvais plus monter les 5 marches de l'escalier sans m'allonger. La lourdeur au sternum était devenue une encre. Ma tête tournait, je voyais flou, surtout le soir. Marc me parlait de la maison. C'était une vieille maison, modeste, mais c'était ma maison. J'avais mis toutes mes économies pour l'acheter après le divorce, mon seul bien. « Maman, » disait Marc, « si ça empire, il faudra peut-être mettre ton nom sur les papiers d'Adèle, juste pour les urgences, pour l'hypothèque. » Je me sentais mal, mais je le repoussais toujours. J'étais peut-être vieille, mais je n'étais pas idiote. Le 2e bilan sanguin fut une douche froide, encore plus froid que le premier. Le cholestérol était monté. Le LDL, le mauvais, avait grimpé de presque 20 points. C'était terrifiant. « Madame, ce n'est pas normal, » avait dit le nouveau docteur. « Vous ne mangez plus d'œufs, plus de graisse. C'est peut-être psychologique. Vous faites peut-être partie de ceux qui réagissent à mal. Évitez toute graisse saturée. C'est une question de vie ou de mort, vous le savez. » Je suis rentrée à la maison.
le cerveau vide. J'avais obéi. J'avais tout fait comme il fallait. Et mon corps me lâchait quand même. La trahison du corps. Mais une petite voix, au fond de ma cuisine, me disait « Tu es cuisinière, Colette. Tu sais quand quelque chose n'est pas bon. » Je repensais au plat d'Adèle. Elle ne mangeait jamais avec moi. Elle mangeait chez elle. Elle insistait toujours pour que je finisse la purée, la soupe, le plat de résistance. « Mange tout, maman. Il faut des forces. » Et après, quelques heures plus tard, la fatigue revenait en coups de massue. La semaine dernière, j'ai senti quelque chose dans la soupe. Ce n'était pas le goût fade habituel. C'était une odeur subtile, forte, presque métallique, comme si une vieille graisse rance avait été chauffée trop fort ou mélangée à quelque chose de mauvais. J'ai bu quand même. Je ne voulais pas vexer Adèle. Mais le lendemain, ma tension artérielle avait fait un bond, si fort que j'ai dû m'asseoir sur le palier. « Le corps parle », il m'a dit. Mais que disait-il exactement? Je me sentais faible et ridicule. J'étais une vieille femme, seule, qui commençait à devenir paranoïaque contre sa belle-fille dévouée. Peut-être que le docteur avait raison. C'était dans ma tête. Samedi dernier, Marc et Adèle sont venus pour le dîner. Un autre de ces plats sains. J'ai fait semblant de manger la moitié. Mon estomac était noué. La fatigue m'a frappée juste après, comme d'habitude. Je me suis écroulée dans le fauteuil du salon, les yeux fermés. Ils pensaient que je dormais. Je n'étais pas vraiment endormie. C'était ce genre de sommeil où l'esprit veille, où les muscles sont douloureux, où chaque battement de cœur est un tambour dans la poitrine. J'ai entendu des chuchotements. Ils étaient dans la cuisine, la porte à peine ouverte. Adèle parlait d'argent. C'était sa voix, froide et précise, mais elle était pressée. « C'est simple, » dit-elle. Le notaire a été clair. Tant qu'elle est capable de décider, elle ne signera jamais l'hypothèque pour nous aider. Elle nous la donnera jamais de son vivant. Mais si elle découvre ce que tu mets dans la purée? C'était Marc. Sa voix était faible, pleine d'une anxiété que je ne lui avais pas connue. Mon fils était terrifié. Non pas pour moi, mais par ce qu'Adèle faisait. Un silence. Mon sang s'est glacé. Je n'étais plus fatiguée. J'étais un bloc de glace. Découvrir quoi? Qu'est-ce qu'elle mettait dans ma purée? Adèle a ri, un rire sec, sans chaleur, qui m'a rappelé le bruit d'une poêle brûlée qu'on gratte trop fort. Elle a continué, sa voix basse, tranchante. Mais chaque mot est arrivé à moi comme un coup de couteau. « Qu'elle ne s'inquiète pas pour les œufs », siffla Adèle. « Elle peut bien manger ses œufs. De toute façon, elle a déjà dépassé le seuil critique. Et la seule chose qu'elle mange vraiment, qui importe, c'est moi qui m'en charge. D'ici quelques semaines, cette maison sera la nôtre. Il suffit de doubler la dose discrètement. » Doubler la dose. Le poison n'était pas l'œuf que j'aimais. Le poison était ailleurs. Et ma propre famille le servait, tous les jours, avec un sourire froid. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas respiré. J'ai gardé les yeux fermés. Mais dans ma tête, l'ancienne cuisinière, la mère célibataire, la propriétaire de cette maison, s'était réveillée. La peur était toujours là, mais elle avait été recouverte par une rage froide, calculée, comme une bonne sauce qui mijote longtemps. Je n'étais pas folle. J'étais en danger. Je devais comprendre ce qu'était cette dose avant de mourir dans mon propre fauteuil. Je devais survivre. Je devais regarder, sentir, écouter. Je n'avais plus le droit d'être faible. Il faut s'accrocher. Je me suis murmurée sans bouger les lèvres. Je savais qu'Adèle revenait me voir lundi. J'allais l'attendre. Et cette fois, je n'allais plus rien avaler. J'ai attendu, les yeux fermés, jusqu'à ce que la porte d'entrée claque. Quand j'ai ouvert les yeux, il faisait noir. J'ai mis ma main sur mon sternum. La lourdeur était toujours là, mais elle avait changé de nature. Ce n'était plus la maladie, c'était le poids de la trahison.
Marc, mon fils unique, Adèle. Ils voulèrent ma maison, et ils m'empoisonnaient lentement. Doubler la dose. Je ne pouvais pas croire que j'avais été si aveugle. J'avais fait confiance aux blouses blanches du docteur qui m'interdisait les œufs, et j'avais fait confiance à Adèle parce qu'elle portait une blouse d'infirmière. Le cœur a ses raisons, on dit ça, mais moi, mon cœur avait été trompé par la cupidité. Première phase, déconfiance. Le lendemain matin, j'ai fait le tour de ma cuisine. C'était mon royaume. Mais Adèle l'avait envahi avec ses plats, sains. J'ai regardé la poubelle. D'habitude, je jetais les restes et la purée saine d'Adèle. Je l'avais toujours fait devant elle, sans rien cacher, pour lui montrer que j'avais tout mangé. Mais hier, j'avais eu le temps de la mettre de côté. J'ai pris le petit Tupperware, caché sous un torchon. La purée était beige, épaisse. Elle n'avait pas l'air mauvaise, juste fade. J'ai plongé mon doigt dedans, une habitude de cuisinière. Je goûtais, sans avaler. Un arrière-goût. Ce n'était pas le sel, ni le poivre, mais une texture, un gras qui collait au palais. C'était lourd, lourd. Je me suis souvenu de ce que le nouveau docteur avait dit, il y a 2 mois. Éviter toute graisse saturée. J'avais évité le beurre AOP que j'adorais, l'huile d'olive de Provence. Adèle m'avait donné du poulet vapeur. Mais si cette purée était bourrée de quelque chose? De la graisse cachée? J'ai senti l'odeur à nouveau. Cette odeur subtile, forte, presque rance, comme dans la soupe la semaine dernière. Si je devais mourir, au moins je mourrais en ayant la certitude. Je me suis dit, il faut aller à l'essentiel. Et l'essentiel, c'était de trouver la vérité dans cette cuisine. Adèle Escha est revenue le lundi, comme prévu. Elle portait un nouveau plat, un gratin de légumes. Encore une fois, c'était d'une onctuosité suspecte. « C'est pour les forces, maman. J'ai mis de la crème légère, juste un peu. » A-t-elle menti, les yeux froids? J'ai fait mon numéro. Je me suis plainte d'un vertige soudain. J'ai soupiré bruyamment, la main sur la poitrine. Ah, cette fatigue, Adèle. Je ne sais pas comment je vais faire pour finir ça. Adèle a souri, son sourire de glace. Allez, maman, c'est bon pour le cœur. Mange, je dois filer, j'ai une garde ce soir. Elle est partie, pressée. Je n'ai rien avalé. J'ai mis le gratin entier dans le grand Tupperware à soupe et j'ai mis le plat vide sur la table pour qu'elle le voie. Quelques heures plus tard, je me suis sentie mieux, juste parce que je n'avais pas avalé sa dose. La fatigue ne m'a pas frappée en coup de massue. J'ai pu monter les 5 marches jusqu'à ma chambre. J'étais faible, oui, mais lucide. J'étais cuisinière, je savais reconnaître un ingrédient. Et ce gratin, ce n'était pas de la crème légère, c'était de la bombe. J'ai caché les restes au fond du congélateur, sous des sacs de légumes oubliés. J'avais besoin de preuves tangibles, pas juste de mes impressions. La deuxième phase, investigation. Je savais que je ne pouvais pas faire ça toute seule. J'avais besoin d'un allié qui comprenne les chiffres, mais aussi la vie. J'ai pensé à Madame Dubois. Elle habitait de l'autre côté de la rue, dans sa maison propre comme un sous-neuf. Elle avait 78 ans. Elle avait été infirmière à domicile toute sa vie, avant de prendre sa retraite. Elle avait un franc-parler que je craignais, un peu. Mais elle était droite, et elle adorait la cuisine de ma brasserie. Elle était mon amie la plus fiable. Je suis allée la voir l'après-midi, en marchant lentement, pour qu'Adèle ne se doute de rien si elle m'observait. Madame Dubois m'a fait asseoir dans sa cuisine, devant une tasse de tisane sans sucre. « Eh bien, Colette, tu as l'air d'avoir vu un fantôme. » Je lui ai tout raconté, les chuchotements de Marc et Adèle, la dose, l'hypothèque et le goût de la purée. J'ai fini par les larmes, le visage enfoui dans mes mains noueuses. Ils veulent ma maison, Georgette, et ils veulent ma mort. Madame Dubois n'a pas fait de phrases compliquées. Elle a écouté
son visage passant de la surprise à une rage silencieuse. Elle connaissait Adèle, la savait froide et ambitieuse. « Le beurre », a-t-elle dit, claquant la langue. « C'est toujours le beurre avec ces régimes. Ces jeunes lisent pour les magazines. Le cholestérol, c'est mal. » Mais ils ne comprennent pas le mécanisme. J'ai sorti le petit Tupperware du fond de mon sac. J'avais prélevé un échantillon de la purée du jour de la dispute. Georgette a pris une cuillère, l'a chauffée au-dessus de la flamme. Le gras a fondu, mais il est resté épais, opaque. Elle l'a senti. Du sein doux ou du beurre bas de gamme, Colette. Plein de graisse saturée, pas de la crème légère. Tu es cuisinière, tu le savais? Elle a regardé mes mains tremblantes. Ces gens-là, ils lisent les gros titres. Ils ont banni tes œufs pour te faire croire que tu allais mieux. Mais ce sont les graisses saturées qu'ils t'ont fait avaler qui ont fait exploser ton LDL à 1,90. L'œuf, c'est l'alibi. Le beurre, c'est le poison. J'étais sous le choc. Le poison était si simple, si lâche. Madame Dubois s'est assise en face de moi. Elle a changé de ton, redevenant l'infirmière précise. « Regarde-moi, Colette. Tes symptômes. La fatigue, la mauvaise vision, le cœur qui tape fort. Ils t'ont fait bannir les œufs, mais tes œufs, ils étaient ta seule protection. » Elle a tapé du doigt sur la table, point par point. Premièrement, la DMLA. C'est la dégénérescence maculaire, la première cause de malvoyance chez nous. L'œuf, c'est plein de lutéine et de zéaxanthine. C'est bon pour tes yeux. Tu vois flou, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête, surprise. Deuxièmement, la fatigue, les fonctions cognitives. L'œuf, c'est ta colline. C'est pour ta mémoire, pour ton cerveau. Marc et Adèle t'ont rendu faible en t'enlevant ta B12 et ta colline. Ils t'affament et t'empoisonnent en même temps. Elle a continué, la voix un peu plus forte. Et troisièmement, Colette, la vitamine D. 80% des Français sont carencés. Il te faut au moins 30 nanogrammes par millilitre pour que ton corps tienne. En restant enfermé et mal nourri, tu n'en as plus. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Tu dois reprendre des œufs, Colette. Un œuf dur, un œuf poché, avec juste une larme d'huile d'olive, AOP, pas de beurre. C'est le seul moyen de récupérer ta force et ta lucidité. Ton cholestérol alimentaire est limité. Le beurre caché, lui, vous tue. La peur était toujours là, mais la rage était plus forte. On ne connaît pas la force qu'on a, me dis-je. L'œuf n'était pas le poison, c'était le remède. C'était le signe de ma résistance. Troisième phase. Confirmation. Le plan s'est mis en place. Je devais guérir en secret et rassembler les preuves avant qu'Adèle ne réussisse à me mettre sous tutelle, ce qui rendrait Marc propriétaire de la maison, à 450 000 €. J'ai continué à jouer la femme très faible. Chaque fois qu'Adèle apportait un plat, je faisais semblant d'avoir des nausées ou une fatigue écrasante. Non, ma chérie, je ne peux pas aujourd'hui. Mon estomac est trop noué. Je mettais le plat au congélateur. Mon stock de preuves grossissait. Adèle devenait plus nerveuse. Elle ne comprenait pas pourquoi je ne m'effondrais pas. Un matin, elle est arrivée sans prévenir. J'étais dans ma cuisine, assise, et j'avais le réflexe de regarder le fond du plat qu'elle m'avait laissé la veille. Un genre de poulet avec une sauce blanche épaisse. J'ai entendu sa voiture. J'ai juste eu le temps de jeter le plat dans l'évier. Adèle est entrée, l'air tendu. Elle est allée directement dans la buanderie, où je ne me rendais presque jamais, me croyant trop faible. Je l'ai suivie doucement, utilisant ma canne pour accentuer ma démarche fragile. Elle était accroupie derrière la machine à laver. Elle a sorti un sac plastique noir, épais. À l'intérieur, il y avait un énorme pain de beurre industriel, 82% de matière grasse. La marque la moins chère, la plus saturée. Elle le cachait là, à l'abri des regards.
Adèle m'a vue, le sac dans les mains. Elle a sursauté, le beurre glissant un peu. Un instant de silence. Mon cœur battait à tout rompre. J'ai vu la haine et la panique dans ses yeux. « Maman, qu'est-ce que tu fais là? Tu devrais te reposer. » Je venais chercher une vieille serviette de bain. Ai-je menti? Ma voix tremblante. Elle a rangé le beurre rapidement, un sourire forcé revenant sur son visage. « Ce n'est rien, maman. Juste un peu de graisse pour mes soupes, pour la maison. Je n'utilise pas ça pour toi, tu sais bien. J'utilise de l'huile. » J'ai hoché la tête. « Bien sûr, ma chérie. Je suis fatiguée. Je vais m'asseoir. » Je suis retournée au salon, m'écroulant dans le fauteuil. Mais le sang ne s'était pas glacé cette fois. Il bouillonnait. La preuve était là. Mon propre fils était au courant. Marc, qui regardait Adèle avant de parler, qui était terrifié non pas pour sa mère mais par les conséquences. La douleur a été profonde. Mon fils était mort pour moi. J'avais mis toutes mes économies pour l'élever seul, pour acheter cette maison, et il voulait ma mort pour cet argent. Le moral a failli lâcher. « C'est pas facile tous les jours, » murmurai-je. Mais la pensée de ce qu'ils allaient se faire de ma maison, de cette trahison, m'a donné un coup de fouet. Je ne pouvais pas mourir comme ça. J'ai téléphoné à Madame Dubois. Je lui ai raconté le beurre industriel. C'est la preuve absolue, Colette. Maintenant, il faut agir vite. Ils vont intensifier. Le soir même, j'ai entendu Marc au téléphone. Il parlait doucement. J'avais mon petit enregistreur numérique caché dans le tablier. « Il faut que tu ailles au bout du plan, Marc, » disait Adèle au haut-parleur. J'ai appelé le notaire. On a 10 jours avant qu'il ne signe l'accord préliminaire si son état de santé ne permet plus la prise de décision. Le prochain bilan lipidique, il doit être catastrophique. Je lui donne la potion la plus forte à ce jour demain matin. Il faut qu'elle soit incapable de se décider. 10 jours. C'était le temps qu'il me restait pour me guérir et pour les détruire. La baba. 4e phase. Contre-attaque. J'ai commencé mon régime de résistance le soir même. Le poison était la graisse saturée. Le remède était la choline, la lutéine, la B12, la vitamine D et les bons acides gras. Le remède, c'était l'œuf que j'aimais. J'ai préparé mon premier œuf poché. Une larme d'huile d'olive AOP, comme autrefois. C'était la meilleure chose que j'avais mangée depuis 6 mois. Le plan de résistance. 1. La thérapie des œufs. Je me suis rappelé les mots de Georgette Dubois. Je devais récupérer ma force et ma vision. J'ai décidé de manger un œuf dur ou poché tous les matins. Pour ma vision, la DMLA, c'était la lutéine. Pour mon cerveau et ma mémoire, c'était la choline. 2. La dose de soleil. La vitamine D me manquait. Georgette m'avait dit qu'il me fallait plus de 30 nanogrammes par millilitre pour que mes os et mon système immunitaire tiennent. Je n'avais pas de supplément. Mais j'avais le soleil. Je suis allée m'asseoir dehors, sur le banc, tous les jours, même si j'étais fatiguée. Je faisais semblant de somnoler au soleil pour qu'il croie que j'étais juste faible. 3. L'exercice secret. Je devais me renforcer pour l'affrontement. La lourdeur sur le sternum était revenue quand j'avais écouté l'enregistrement de Marc. J'ai mesuré ma tension artérielle. 175 sur 110. C'était trop haut. J'ai failli paniquer. Je me suis souvenu d'une chose que Georgette m'avait dite en passant. Une astuce d'infirmière. « Colette, tu as des problèmes de tension. Il te faut la méthode 4-4-4. » J'ai fait l'exercice dans le salon, caché par le dossier du canapé. Je me suis concentrée sur ma respiration. 4 secondes, j'inspire. 4 secondes, je tiens l'air. 4 secondes, je souffle. 4 secondes, je repose. Je l'ai fait pendant 2 minutes, comme Georgette l'avait recommandé. J'ai mesuré ma tension. 158 sur 97. Mon propre corps avait baissé ma tension de presque 20 points, juste avec ma respiration. Je l'ai fait 3 fois par jour.
Chaque fois, c'était une petite victoire. « On ne lâche rien », me disais-je. Au bout de 4 jours, les effets étaient là. Ma vision s'était clarifiée. La fatigue était moins écrasante. Je pouvais monter les 5 marches sans m'allonger après. J'ai continué à jouer la comédie. Je gémissais quand je m'asseyais. Je prenais ma canne même pour aller de la cuisine au salon. Adèle ne se doutait de rien. Elle voyait Colette, la vieille femme faible, obéir au régime. Mais elle ne voyait pas Colette, la cuisinière, manger ses œufs en cachette, faire sa gymnastique de respiration et collectionner les preuves dans son congélateur. Le jour J est arrivé, le jour où Adèle devait apporter sa potion la plus forte. Elle est arrivée avec un sourire forcé. « Tiens, maman, j'ai fait des crêpes. C'est avec de l'huile végétale, pour les forces. Mange tout, tu vas te sentir mieux. » J'ai regardé l'assiette. Les crêpes étaient épaisses, luisantes de gras. Je sentais l'odeur rance, l'odeur du beurre industriel caché, mélangé à la pâte. La plus forte des doses, pour m'achever avant le bilan lipidique. J'ai pris l'assiette. Le petit enregistreur dans mon tablier était allumé. Adèle se tenait là, attendant que j'avale la mort. Je l'ai regardée, cette femme qui avait ruiné la vie de mon fils, et tenté d'achever la mienne pour une histoire d'argent. Je sentais la force de mes œufs, la clarté de ma colline. Je ne lui devais rien. J'ai souri, mais cette fois, ce n'était pas un sourire de faiblesse. « C'est très gentil de ta part, Adèle, » dis-je d'une voix encore faible, juste assez pour qu'elle y croie, avant de placer l'assiette au bord de la petite table basse. « Mais sais-tu que la choline aide beaucoup à la mémoire? Et ça tombe bien, car j'ai une mémoire d'éléphant. » Adèle, la surprise la pétrifiant sur place, ouvrit la bouche pour répondre. Elle a fait un pas vers l'assiette. Colette, plus rapide, fit glisser l'assiette pleine de graisse au sol, où elle s'écrasa dans un bruit sourd, la pâte grasse s'étalant sur le tapis. Je me suis levée du canapé, sans canne. J'étais droite, mes yeux clairs. « Je ne crois pas que je vais la manger, celle-là, » dis-je, ma voix retrouvant le ton sec des années à la brasserie. « Et tu ne vas pas aimer la surprise que je te réserve chez le notaire dans 48 heures, ma belle. » Avant de continuer, dis-moi d'où tu regardes. J'aimerais beaucoup savoir jusqu'où cette histoire va voyager. Le silence qui suivit l'éclatement de l'assiette fut plus assourdissant que le fracas de la porcelaine. Adèle resta pétrifiée, le visage se vidant de son sang, la façade de l'infirmière dévouée s'écroulant en un instant. Je me suis levée du canapé, mes yeux clairs. Je n'étais plus la vieille femme malade et fatiguée. J'étais Colette, la matriarche restaurée par la rage et la vérité. 48 heures plus tard, comme je l'avais promis, nous étions au cabinet de maître Voisin, le notaire. Il était 10 heures, un jeudi matin, dans une salle au décor sévère, faite de boiseries sombres. Marc était là, agité, essayant de dissimuler son angoisse derrière une cravate mal ajustée. Adèle affichait un calme glacial, certaine que le dossier médical, rempli de chiffres alarmants, un LDL à 1,90 g par litre, était suffisant pour légitimer leur démarche de tutelle. Alors que maître Voisin s'apprêtait à ouvrir le dossier, j'ai levé la main. J'avais délibérément accentué ma démarche en entrant, m'appuyant lourdement sur ma canne, mais maintenant, je la laissais tomber sur la moquette épaisse. Le son fut sourd, mais définitif. J'ai redressé ma posture, et mes 65 ans ont semblé s'effacer de mon corps. J'ai marché vers la table sans une once de faiblesse, le regard fixé sur mon fils et sa femme. Marc déglutit bruyamment. « Maître, avant que vous ne commenciez, j'ai d'autres invités, » ai-je dit. La porte s'ouvrit. Marc et Adèle pâlirent simultanément. La froide assurance d'Adèle se fissura. Entrèrent Madame Dubois, Georgette, mon amie infirmière, le capitaine Laurent de la gendarmerie et le docteur Rousseau, un médecin gériatre que j'avais contacté discrètement. « Maman, qu'est-ce que cela signifie ?» interrogea Marc, la voix étranglée,
Une tentative désespérée de reprendre le contrôle. J'ai pris ma pochette marron, méthodiquement. Chaque preuve était un coup porté à leur plan machiavélique. Je ne lui ai pas répondu. Je me suis adressée directement au notaire. « Maître Voisin, la tutelle ne sera pas nécessaire. En revanche, vous allez assister à une arrestation pour tentative d'homicide et abus de faiblesse. » J'ai déposé le petit enregistreur numérique sur la table. Petit, noir, il avait été la témoin silencieuse de leur cupidité. J'ai appuyé sur le bouton. La voix d'Adèle, métallique et claire, emplit la salle. « Il faut que ça aille vite, Marc. On a 10 jours avant qu'il ne signe l'accord préliminaire si son état de santé ne permet plus la prise de décision. Le prochain bilan lipidique, il doit être catastrophique. Je lui donne la potion la plus forte à ce jour demain matin. » Le silence était absolu. Marc tremblait. J'ai continué, ouvrant un grand enveloppe par-dos. J'en ai sorti les photos du pain de beurre industriel 82% de matière grasse, caché derrière la machine à laver. J'ai également étalé les impressions des messages où Adèle insistait sur la nécessité que je mange tout. « Adèle, vous êtes infirmière. Vous saviez que le cholestérol alimentaire contenu dans l'œuf était le cadet de mes soucis. Vous saviez que c'était cette graisse saturée, bon marché, que vous m'injectiez quotidiennement dans la nourriture, qui portait mon LDL à 1,90 g par litre et me garantissait l'infarctus ou l'AVC, vous assurant l'héritage de la maison à 450 000 €. Adèle a tenté de murmurer une négation, mais le capitaine Laurent s'est légèrement avancé, l'intimant au silence. Puis, le docteur Rousseau s'est levé, tenant le dernier rapport d'analyse. « Et voici, » annonça le médecin, « les analyses de sang de Madame Colette, datées d'hier, moins de 10 jours après avoir cessé de consommer la nourriture d'Adèle et réintroduit des nutriments essentiels, comme la choline et la vitamine D, qu'elle devait avoir à 30 nanogrammes par millilitre. Son taux de LDL est retombé à 0,95 g par litre. Sa tension artérielle, qui atteignait régulièrement 175 sur 110, est parfaitement stable à 125 sur 80. Maître Voisin a posé sa plume, les yeux écarquillés. Le docteur Rousseau a conclu. « Madame Colette n'est pas faible d'esprit, elle était empoisonnée. Et maintenant, elle est en parfaite santé. » Marc, dans un dernier effort de manipulation, s'est effondré en larmes. Il s'est levé, s'accrochant au bord de la table. « Maman, je t'en prie, c'est notre famille, regarde-moi, je suis ton fils. Tu vas faire ça à ton propre enfant pour de l'argent, pour une vieille maison? Pense à ce que les voisins vont dire. » Il me tendait les mains, cherchant la pitié. Je l'ai regardé, sans une once d'émotion, le regard aussi tranchant que les couteaux de ma brasserie. Ma voix était ferme et gelée. L'argent. J'ai mis toutes mes économies pour élever seul le seul fils que j'avais, pour acheter cette maison que j'ai payée toute ma vie, pierre par pierre, œuf après œuf. Ma voix s'est durcie. Vous avez tenté de me tuer, Marc, en m'injectant de la graisse rance pour me voler 450 000 €. Vous avez laissé votre femme m'affamer, tout en m'enlevant le peu de nutriments, ma choline, ma lutéine, qui protégeait encore ma vision et ma mémoire. J'ai fait un pas vers lui, le fixant. Mon fils est mort le jour où il a échangé ma vie contre une cuisine équipée. Vous êtes un étranger qui a tenté de me voler et de me tuer. Vous êtes l'échec de ma vie. » Le capitaine Laurent a agi sans hésiter. Il a avancé, a passé les menottes à Marc, puis à Adèle, qui est restée silencieuse. « Marc Bignon et Adèle Bignon, vous êtes en état d'arrestation pour tentative d'homicide volontaire et abus de faiblesse envers une personne vulnérable, » a déclaré le capitaine Laurent d'une voix forte. Marc et Adèle ont été emmenés hors de l'étude notariale, sous le regard stupéfait de Maître Voisin. Le notaire a immédiatement suspendu et annulé tous les documents de mise sous tutelle, car Colette était plus saine d'esprit et de corps
que n'importe quel autre client qu'il avait vu ce jour-là. La chute de Marc et Adèle fut rapide et totale. Marc, reconnu coupable de tentative d'homicide volontaire et d'abus de faiblesse, a été condamné à 8 ans de réclusion criminelle en régime fermé. Il a perdu son emploi dans l'administration et a été déchu de tout droit sur ma succession. Adèle, en tant qu'infirmière, a vu son cas aggravé par l'abus de sa connaissance médicale. Elle fut condamnée à 5 ans de réclusion et perdit immédiatement son droit d'exercer sa profession, son nom rayé de l'ordre, sa réputation anéantie. Le couple fut contraint de me verser, solidairement, 200 000 € de dommages et intérêts pour le préjudice moral et matériel. La famille entière, les quelques cousins et tantes qui restaient, coupa les ponts, horrifiés par l'étendue de leur cupidité. Ils avaient dévolu ma mort pour cette maison. Ils se retrouvèrent ruinés, isolés et enfermés. Aujourd'hui, Marc purge sa peine à la centrale de Saint-Martin, recevant à peine une visite par an de son avocat. Et Adèle est dans un centre pénitentiaire pour femmes, sa froideur ne l'aidant pas à se faire des alliés. 2 ans plus tard, j'ai 67 ans. J'ai non seulement vaincu la maladie, mais j'ai réécrit mon destin. J'ai perdu 10 kilos. Ma tension est stable à 125 sur 80. Mon taux de LDL est resté à 0,92 grammes par litre, sans aucun médicament lourd. Je marche 5 kilomètres chaque matin avant de prendre mon petit déjeuner. J'ai utilisé une partie des dommages et intérêts pour transformer la maison que Marc voulait tant. Elle est devenue le siège de mon association que j'ai appelée la Cuisine de la Colline. Nous nous réunissons 2 fois par semaine. 2. Je donne des conférences dans les centres sociaux et j'enseigne aux aînés les vérités cachées des lipides. Je leur explique comment un simple œuf poché, riche en lutéine, peut protéger leur vision et comment les graisses saturées, elles, sont le véritable ennemi. J'enseigne à mes amis la technique de la respiration 4-4-4, celle qui m'a fait chuter ma tension de presque 20 points en 2 minutes. Nous sommes maintenant une 50aine de membres réguliers, aidant près de 200 familles à identifier les signes d'abus ou de malnutrition délibérée. Madame Dubois, Georgette, est ma fidèle acolyte. Elle a 78 ans et elle est ma meilleure amie. Elle gère la logistique et s'assure que nous ne faisons que de la prévention. Je n'ai pas pu reconstruire ma relation avec Marc. Ce lien est brisé à jamais. Mais j'ai retrouvé le goût de la vie, le plaisir de préparer mes œufs, de sentir l'huile d'olive de Provence. Je n'ai plus la lourdeur au sternum, et mon regard, restauré par la lutéine, est plus clair que jamais. Parfois, quand je suis assise sur mon petit banc dehors, au soleil, récoltant ma dose de vitamine D pour atteindre mes 30 nanogrammes par millilitre, je repense à Adèle et Marc. Ils voulaient m'enterrer dans la honte et la maladie. Ils voulaient que la maison devienne leur tombeau financier. J'observe le soleil qui filtre à travers les feuilles de mon jardin, illuminant une vie renouvelée, riche non pas en héritage, mais en intégrité. Marc voulait que je meure pour 450 000 €, mais je me suis relevée. J'ai utilisé cette maison pour sauver 200 autres seniors. La vengeance la plus douce, c'est celle qui se construit avec un œuf poché, la technique de la respiration 4-4-4 et la volonté de ne jamais, au grand jamais, mourir en silence. Et si tu es resté avec moi jusqu'à la fin, laisse-moi un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de l'histoire et quel type d'histoire tu aimerais lire davantage. Merci beaucoup d'être ici. À la prochaine histoire émouvante.